très bien, très bien. Jusque-là, en tout cas, je crois qu'on a mis sérieusement en difficulté les ADF parce que, bon, rappelez-vous, c'est pour combattre les ADF que nous avons décidé de cette mutualisation de forces contre justement ces terroristes. Pour les combattre. Donc, ça se passe bien. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. La collaboration est parfaite jusque-là. Très bien. Madame Gaëlle Kibungu. Après, c'est ça, Madame Pamela Amunazo. Bonsoir. Madame. Je suis très honorée d'être en face de vous ce soir. Merci. Et je ne saurais me dissocier de mon âme d'épouse militaire qui vous dit merci pour votre... vous tenez absolument à pacifier ce pays, Absolument. vous motivez les troupes et aussi vous rassurez les dépendants. Merci Bendele beaucoup pour Koyate, cela. comme c'est écrit. Voilà. Alors, ce soir, j'aimerais parler de Goma et de ses alentours. Nous savons que la situation est sous contrôle des FARDC. Mais de l'autre côté, on sait que c'est des contrées où il y a beaucoup de population. Bien sûr. C'est des contrées vraiment occupées aujourd'hui de notre côté. Et votre option militaire, puisque aujourd'hui vous êtes déterminé à y aller jusqu'au bout, à en finir avec l'ennemi, pas de négociation jusque-là. Certains pourraient dire vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire comme commandant suprême des armées, vous êtes obligé de tenir ferme dans cette option militaire, mais de l'autre côté, comme père de famille, vous avez des populations entières à protéger. J'aimerais bien savoir ce soir, vous pouvez nous dire jusqu'où comptez-vous aller en ce qui concerne l'option militaire? Oui. Merci, Madame. La question très intéressante. Je voudrais d'abord dire ici, à l'intention ou à l'attention plutôt de nos compatriotes sinistrés, déplacés de guerre, que l'État ne les a pas oubliés, le gouvernement ne les a pas oubliés, le président de la République ne les a pas oubliés. Ils demeurent dans nos pensées et dans nos priorités. D'ailleurs, nous venons de décaisser récemment au gouvernement un montant en milliards de francs congolais pour justement leur assistance. Comme je l'ai dit, la priorité des priorités reste leur retour dans leur localité d'origine. Mais vous comprendrez qu'à ce stade, c'est très difficile de procéder à cet exercice parce que ces localités sont encore occupées. Alors, j'ai entendu ici et là, surtout de la part d'opposants, oui, mais ça fait longtemps que Bunagana est occupé, ça fait ceci. Non. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je tiens vraiment à rassurer nos compatriotes. Nous ne les avons pas oubliés. Un jour, je leur fais cette promesse. Ils vont rentrer chez eux, mais alors là, pour une paix durable et définitive. Parce que c'est ce Congo-là que je veux, ce Congo qui va se tourner vers son développement. Et nous l'aurons, ce Congo. Vous pouvez me faire confiance. Voilà, merci beaucoup, M. le Président de la République. On va enchaîner avec Madame Pamela Amunazo. Je reviendrai à vous, Madame Élisée Odia, pour votre question. Après, on prendra celle que j'avais vue de M. Willy Kalengai. Allez-y, Madame Pamela. Une petite précision tout à l'heure, lorsque le Président parlait des Hutus, des Wazalais, il ne faut pas le sortir du contexte, parce que je vois quelques réactions.
Il disait plutôt que le Rwanda a des faux Wazalendo qu'il utilise et il recycle les FDLR qui étaient déjà ici. Oui, j'ai dit, il a ses Wazalendo. Ses Wazalendo. Voilà, donc c'est-à-dire, pour semer la confusion, il en a pris, fabriqué, il les fait passer pour des Wazalendo, alors que ce sont des traîtres, des traîtres à la nation. Ils se déguisent en Wazalendo, alors que les Wazalendo sont de braves patriotes, guerriers redoutables, que la nation ne doit jamais oublier, parce que ces gens ont pris les armes de leur propre chef pour combattre l'envahisseur. Donc, les Wazalendo sont des gens à honorer, à gratifier. Malheureusement, comme dans toute organisation, il y a toujours des esprits faibles qu'on prend, qu'on manipule, pour faire croire évidemment que l'état d'esprit des Wazalendo, c'est de massacrer les autres communautés. Ce n'est pas vrai. Ils veulent protéger leur pays et ils ont raison. Ils ont toute ma sympathie et tout. Et d'ailleurs, vous avez créé la réserve d'armée de la défense pour encadrer toutes ces forces. Madame Pamela Munazo, allez-y avec votre question. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était réuni mardi dernier. C'était sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Concrètement, Monsieur le Président, par rapport, on va dire, aux décisions prises autour de cette rencontre, est-ce que vous êtes satisfait de cela ou plutôt inquiet? Et la deuxième chose, c'est de plus en plus, il y a des pressions qui sont exercées sur le Rwanda par la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que ça va porter des fruits? Moi, je crois, et j'ai toujours dit d'ailleurs au secrétaire général des Nations Unies, à tous mes interlocuteurs, surtout ceux dont les pays sont membres du Conseil de sécurité, que notre satisfaction, nous l'aurons que lorsqu'il y aura des sanctions, que le Conseil de sécurité des Nations Unies décidera de prendre des sanctions contre le Rwanda. Parce que pour la même chose qu'a fait la Russie, il y a eu une pluie de sanctions. Pourquoi est-ce que dans le cas qui est similaire à celui de la Russie et de l'Ukraine, pourquoi est-ce que dans notre cas, il n'y a aucune sanction? Donc, tant qu'il n'y aura pas cela, tout ce qu'il y aura comme résolution, pour moi, sera, on va dire, peut mieux faire, comme mention. Sur les pressions exercées sur le Rwanda? Les pressions doivent continuer, c'est très bien, mais les pressions, lorsque elles ne sont pas entraînées de contraintes, ça risque de finir par lasser la personne ou l'institution qui est pressée, et finalement, ça risque de ne pas donner de résultat. Donc je crois que pression, oui. On a vu d'ailleurs qu'ils ont été assez affolés, ils ont eu des réactions un peu à l'emporte-pièce, mais ça ne suffit pas. C'est un bon début, on va dire, mais comme je disais tout à l'heure, s'il faut donner une mention, on va dire peut mieux faire. Et nous ne demandons que ça de la part de la communauté internationale, de faire davantage. Et ce serait justice pour les millions d'âmes congolais perdus? On va prendre la question de M. Willy Kalengai. Je vais demander à Mme Élisée Desprez d'avancer, comme ça elle posera la prochaine question avant qu'on ne continue avec les questions récoltées de ce côté. M. Kalengai. Monsieur le Président, le pays, notre pays, la RDC n'est pas le seul pays au monde qui a des ressources naturelles. Il y a beaucoup de pays qui ont des ressources, mais malheureusement, chez nous, l'exploitation des ressources provoque la mort et la désolation. Nous en sommes à autour de 12 millions, c'est énorme. Vous venez de dire tout à l'heure que le Rwanda identifiait les forces politiques, les États, notamment l'Union européenne, avons identifié les vrais négociateurs, parce que c'est avec eux qu'il faut négocier. Pourquoi l'exploitation de nos ressources doit donner la mort aux Congolais? Alors, la négociation pourrait être celle-là, la tripartite notamment. Comment exploiter les ressources naturelles du Congo en faisant prospérer le pays et en ayant la paix? Et ça, ce n'est pas avec les Rwandais qu'on peut négocier. À vous, les chefs de l'État, je demande, est-ce que vous avez envisagé de négocier avec les autres? Parce que les autres, quand nous suivons ce qu'ils disent, ils disent que le Congo n'a pas voulu respecter l'accord cadre d'Addis Abeba
C'est comme ça qu'on lui a remis les M23. Bon, je ne sais pas où est-ce que je ne sais pas où est-ce que vous allez tirer ces informations-là, de qui vous allez les tirer. Mais je voudrais vous dire à propos de l'accord cadre, s'il y a vraiment un pays qui respecte les termes de l'accord cadre, c'est bien la République démocratique du Congo, car nous avons même désigné un coordonnateur comment on appelle ça là, le coordonnateur de suivi. Voilà, merci. Merci, le coordonnateur de suivi de l'accord cadre. Et nous sommes le seul pays parmi tous les signataires à avoir un coordonnateur. Donc quand on vient, par exemple, l'envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies dans les Grands Lacs vient à Kinshasa, il voit ce coordonnateur, parce que c'est lui qui est chargé au niveau des Nations Unies de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas respecté? Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Je crois d'abord qu'il y a peut-être une responsabilité de la République démocratique du Congo. Je le disais tout à l'heure à votre consoeur. Nous devons nous montrer dissuasifs vis-à-vis des agresseurs. Parce que c'est vrai, il n'y a pas que la République démocratique du Congo, son sous-sol qui regorge d'autant de richesses, mais est-ce qu'ailleurs, il y a autant de perméabilité dans le système de défense de ces pays-là? Non. Est-ce qu'ailleurs, il y a autant de complicité interne? Parce que nos compatriotes aussi ont pris goût à ce trafic. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a autant de lois qui protègent les ressources naturelles de ces pays? Suffisamment de lois en tout cas pour ne pas permettre le trafic, etc. Donc nous devons faire aussi cet effort de réflexion sur nous-mêmes, mais en même temps le travail que nous avons déjà commencé et qui consiste à demander à tous ces pays et les multinationales auxquelles vous faites allusion, parce que moi je pense plutôt que ce sont des multinationales et non des États qui sont derrière ça. Nous ne savons pas les identifier, mais à travers les pays que nous contactons, parce que nous savons plus ou moins où logent ces multinationales, nous essayons de faire passer le message pour dire « venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur ». Parce que d'ailleurs, c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs, vous lui avez quand dit, vous achetez, je lui ai dit, ça c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé au voleur. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est de savoir, estimez-vous que la paix a un prix? Et si oui, vous l'estimez à combien ce prix par rapport à la paix? Et enfin, peut-être par rapport à l'actualité également, vous êtes en face, comme je l'ai dit tout au début, d'un honorable excellence doublement élu. Ça ne vous dérange pas d'avoir violé la Constitution? Je savais que cette question reviendrait, mais bon, le président aura l'occasion d'y répondre. Merci madame, j'y répondrai. J'avais parlé de la paix, pas au prix de l'humiliation. Vous savez, à n'importe quel prix, au prix de l'humiliation, c'est pareil. N'importe quel prix, c'est ça, l'humiliation. Donc je veux la paix, une paix véritable et une paix durable. Comme je l'ai dit, je ne veux pas de paix factice dans laquelle on humilie la République démocratique du Congo, comme on l'avait humilié en 2013, avec ces mêmes pantins du M23, qui ont fait concéder à la République des choses mais scandaleuses. Je ne sais pas si vous avez vu cet accord, signé en 2013 à Kampala, je pense, avec le M23. C'est ça l'humiliation à laquelle je faisais allusion. Et je viens de dire ici que le M23, c'était une coquille vide. On a pris quelques aventuriers congolais qu'on a mis devant, on leur fait parler lingala ou des choses comme ça, on leur attribue des noms congolais pour dire voilà, vous voyez, ce sont vos propres compatriotes. Mais ceux qui se battent derrière eux, ce sont les Rwandais des RDF.
Voilà pourquoi ils refusent d'aller en cantonnement. Parce que quand ils iront en cantonnement, ils ont bloqué l'accès au camp de Rumangabo, alors que la République démocratique du Congo s'était acquittée de sa charge dans le plan de paix, d'équiper, de préparer les choses pour que les compatriotes, soi-disant compatriotes qui sont en train de se révolter, viennent et aillent dans le programme PDDRCS. Ils ne sont jamais venus, ils ont même bloqué l'accès, et le ministre, le VPM Jean-Pierre Bemba, l'avait suffisamment dénoncé dans tous les forats auxquels il a participé, toutes ces conférences régionales. Bon, donc c'est vous dire que de ce côté-là, c'est plus que certain que nous voulons la paix véritable, une paix vraie et durable, pas une paix factice. Ça, j'insiste. Alors, vous avez fait allusion à la violation de la Constitution. Non, je n'ai pas l'impression, madame. Le mot est trop fort. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé, vous devez le savoir, je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Pour moi. Et en tant que chef de l'État, je crois que je suis le mieux placé pour observer et comprendre où est le salut du peuple. Et en ce moment, vous êtes témoin, vous entendez les questions de vos confrères. Le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Il y a d'autres éléments. Je parlais par exemple de la situation financière. Dans quelques mois, nous allons terminer la revue du dernier programme avec le FMI, la 6e revue. Mais c'est un moment historique et hyper important pour la République démocratique du Congo. Et vous voulez qu'en ce moment,